depuis que j'ai réalisé ma hijra, si vous voulez, il y a un gap qui s'est créé avec mes proches. Et quand je dis mes proches, ça peut être mes proches en termes de liens du sang, ou mes proches en termes d'amitié, ou même mes proches en termes de famille idéologique, si je puis dire, des gens avec lesquels j'ai grandi au travers des associations, au travers des organisations, etc. Première chose, je pense qu'il faut que je contextualise un petit peu qui je suis et comment j'ai grandi. Donc, il faut savoir que mes parents ont étudié les sciences politiques. Donc, c'est pas un milieu qui met, en tout cas le milieu intellectuel tel qu'on peut le décrire dans sa forme la plus connue. Mes parents ont fait Sciences Po, ma mère est devenue professeure, mon père est devenu entrepreneur. J'ai grandi et j'ai évolué dans un privé catholique. Donc voilà, j'étais, on va dire, au cœur de l'éducation à la française, bien républicaine, bien le respect du coup des valeurs opposées à l'islam. Mais en parallèle, j'ai quand même une éducation islamique dès mon plus jeune âge, qui fait que j'ai quand même fréquenté des clubs, ce qu'on peut appeler des halaqat, des petites. J'ai été à l'école arabe, ce qu'on appelle l'école arabe, une école où on apprend la langue arabe, le Coran et du coup l'éducation islamique, la tarbiya islamiyya. J'ai évolué dans des contextes aussi où, pareil, la réflexion était au cœur de notre vie, les réflexions dites intellectuelles. Donc, j'ai intégré assez tôt ce qu'on appelle des clubs de lecture, des clubs où, justement, on est encouragé à réfléchir autour de textes. Les textes étaient souvent des textes de penseurs musulmans, que ce soit Malek Ben Nabi, René Guénon, Ismaïl El-Farouqi, ce genre de personnes, ce genre de noms. Et j'ai évolué dans pas mal d'organisations qui pensaient du coup la politique, qui pensaient du coup l'organisation et l'établissement du monde selon l'islam. Donc, alhamdoulilah, j'en ai beaucoup profité et jamais je nierai l'impact que ça a eu dans ma réflexion et dans ma quête de vérité. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut relever, c'est que ça a des limites. Ça a des limites dans le sens où des clubs de lecture faits par des musulmans autour de penseurs musulmans ne remplaceront jamais des cours de talib al-ilm, des cours de ilm où on apprend avec une méthodologie précise les règles de notre dîn, les bases, les obligations, que ce soit au niveau de la croyance, de tout ce qui en découle. Donc ça reste quand même deux choses complètement différentes qui n'ont pas le même apport. Et l'une peut devenir dangereuse si jamais elle n'est pas accompagnée de l'autre. Et donc j'ai également fait des études de talib al-ilm. J'ai pas terminé mes études, hein. Je suis encore en train de les continuer. Mais bon, la raison est que avec la hijra, il y a beaucoup d'instabilité qui fait que j'ai pas pu me réinscrire cette année. Mais jusqu'à l'année dernière, j'étais encore étudiante. Et bi'idhnillah, je compte me réinscrire dès que j'ai un peu plus de stabilité. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour que vous sachiez à peu près de quel contexte je viens. Et donc, j'ai évolué avec beaucoup d'amis qui étaient passionnés justement par ces réflexions intellectuelles, ces remises en question, cette question en fait du paradigme. Le paradigme, je vous en ai parlé beaucoup dès le début de ma chaîne en fait. Qu'est-ce que ça veut dire paradigme pour ceux qui ne le savent pas? C'est une vision du monde. Et donc, en fait, ce qu'on apprend, c'est que la vision du monde, elle est drivée par des croyances. Et forcément, une vision du monde occidentale n'est pas motivée par des croyances islamiques, et donc elle devient une vision du monde de laquelle on va devoir se déconstruire, parce qu'elle va amener en son sein, à travers son prisme, des croyances qui sont fausses et desquelles il va falloir qu'on dépollue notre esprit, et notamment et surtout notre cœur. Et donc en fait, on en arrive à une logique
un peu dichotomique, où on a d'un côté la vision du monde islamique, donc le paradigme islamique vers lequel il va falloir qu'on évolue, qu'on chemine et qu'on quête, parce que ce n'est pas acquis, et de l'autre côté, la vision du monde occidental, donc le paradigme occidental dans lequel on a vécu et dans lequel on a grandi et qui a complètement pris l'emprise en fait, de notre esprit, qu'on le veuille ou non, parce qu'il est dominant, il a été dominant dans notre vie et que le zikr, le rappel de ce paradigme est omniprésent dans notre vie tant qu'on ne la quitte pas, tant qu'on ne quitte pas cet espace géographique dans lequel il y a le rappel constamment du koufr. Voilà, on va parler français, le rappel du koufr. Le paradigme occidental n'a jamais eu pour objectif de nous rappeler Allah ou de nous rappeler l'islam. Et donc forcément, qu'était le paradigme islamique? C'est mettre en application les lois d'Allah, parce que ce n'est qu'à travers sa charia qu'on pourra potentiellement arriver à une croyance monothéiste pure, dépolluée de toute autre croyance qui ne soit pas validée par la vision islamique et par sa charia. Donc ça m'a beaucoup aidée à ce niveau-là, j'ai compris beaucoup de choses, sauf que la limite que j'y trouve, c'est que beaucoup d'entre nous sont restés bloqués au stade de la réflexion, sont restés bloqués au stade de l'intellectualisation, au stade de la critique, mais uniquement par la pensée. Et ça a beaucoup bloqué les gens dans leurs actions. Ce qui fait que des clubs de lecture, il en existe depuis des années, mais d'un point de vue concret, au niveau des bénéfices, il n'y a jamais rien eu, en fait, de plus que des réflexions. Il n'y a jamais rien eu de plus que des réflexions, et je vais dire même plus, qui tournent en boucle. Des réflexions qui tournent en rond. C'est-à-dire que j'y ai passé quand même plusieurs années, et subhanallah, je ne sais pas, mais ces clubs de lecture m'ont poussé justement à entamer des études de ilm, entamer des études d'arabe, où je me disais, c'est vrai qu'il y a des limites en fait. Et c'est le genre de club de lecture ou de cercle de pensée qui pensait de moins en moins à citer des ayats, des hadiths. On avait pris en fait, si vous voulez, l'exemple sur le peuple dominant, qui sont en l'occurrence les intellectuels français, qui eux-mêmes prennent exemple de leurs ancêtres, les Lumières qui n'ont appris à penser que par eux-mêmes. Alors peut-être certes qu'ils ont amené à la Révolution française, et encore, est-ce que c'était une bonne chose, la Révolution française, ou non? Ça, je vous laisse le soin d'en faire votre propre conclusion. Mais on est arrivé, en fait, c'est entre guillemets à cause d'eux qu'on est arrivé en fait à toutes ces idées contre lesquelles à l'heure actuelle on lutte. Et reprendre un moyen par lequel ils sont passés pour réfléchir le monde, qui n'est pas un moyen à la base islamique, parce que pour nous, réfléchir le monde, c'est simple. On n'a même pas besoin de le réfléchir, on a juste besoin d'appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alayhi salatu wa salam, nous ont transmis. Et donc en aucun cas on nous demande de faire un effort plus grand en fait que notre capacité de raison. On n'a pas cette responsabilité-là. C'est ça que je veux vous dire, c'est que Allah nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains, les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc on connaît notre rôle sur Terre, on n'a pas besoin de le redéfinir, si vous voulez, de le réfléchir. Et en fait, là où moi j'ai eu un malaise avec ça, c'est que plus on réfléchissait l'islam, et plus justement on s'interrogeait sur du coup la tournure politique, les problématiques dans potentiellement leurs branches, plus on oubliait l'essentiel, qui était d'appliquer notre dîn tout simplement. Vous voyez, c'était vu comme... c'est comme si en fait revenir au texte de référence suprême, c'était devenu un peu risible, un peu ridicule. C'était devenu quelque chose, on sait, on est musulman, on a le Coran, évidemment quoi. Mais sauf que non,
on a besoin que de ça, j'ai envie de dire. Tout le reste, en fait, des conclusions qu'on peut tirer, en fait, des livres qu'on peut lire, ok, ils sont plutôt sympas, ils sont intéressants, si vous voulez. Mais en aucun cas, en fait, on peut les prendre pour des guides. Et je pense qu'il y a eu un glissement vers ça, où petit à petit, on a commencé, en fait, à glisser vers la considération de certains auteurs, de certains penseurs, comme étant des guides. Et certains penseurs, des fois, qui ne sont même pas musulmans. J'en ai en tête. Ou pour lesquels on ne connaît pas trop leurs croyances. Et du coup, ça a créé un fossé, si vous voulez, entre moi et ces personnes-là. Et donc, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé et pour vous expliquer un peu ce qui m'a motivée à vous parler de la hijra rationnellement, ces personnes-là, ça a été des personnes qui ont beaucoup compté dans ma vie, qui ont été très proches. Hein. C'est des groupes de personnes. Hein. Je ne parle pas d'une ou deux ou trois personnes, je parle vraiment d'organisations, etc., desquelles j'étais vraiment très proche individuellement et sur lesquelles, en fait, on se retrouvait justement dans cette lutte paradigmatique. Mais depuis que j'ai fait ma hijra, si vous voulez, c'est comme si on ne réfléchissait plus de la même manière. C'est comme si, en fait, tous les points communs qu'on avait développés auparavant, de par nos réflexions communes, etc., et nos luttes communes, elles s'étaient complètement scindées en deux depuis ma hijra. Comme si la hijra, en fait, m'avait appris à réfléchir autrement et à réfléchir juste simplement selon les textes et à plus trop me compliquer la vie ou à me faire des nœuds dans le cerveau. Et récemment, donc j'ai perdu naturellement contact avec eux, de par l'éloignement géographique et de par l'éloignement également idéologique. On ne se retrouvait plus trop. Jusqu'à là, rien de grave. Jusqu'au jour où je regarde un des comptes sur lesquels j'étais encore présente et je vois qu'une personne, en fait, relate un événement, une sorte de sommet qui se voulait rassembler les intellectuels et les activistes, donc c'est leur terme, hein, qui se voulaient rassembler les intellectuels et les activistes à l'international pour penser la question de l'islamophobie et la solutionner. Donc ça, c'était les mots de ce flyer, en fait. Et dans les personnes qui étaient invitées, il y avait des personnes, il y avait des hommes musulmans, il y en avait d'autres dont j'ignorais complètement l'existence, je ne sais même pas si c'est des musulmans, et il y avait aussi des femmes qui portaient même pas le hijab. Et la première question que je me suis posée, c'est comment on peut parler d'islam de façon publique en n'appliquant pas déjà, et d'islamophobie, en n'appliquant pas déjà les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par rapport au hijab. Déjà, j'avais vu quelques incohérences dans le fait qu'on puisse donner la parole à des personnes qui se disent musulmanes, ou potentiellement qui veulent défendre l'islam, mais qui ne l'appliquent pas. Mais encore ça va, c'était resté dans ma tête, si vous voulez. Et donc, je décide d'envoyer un message, parce que je savais pertinemment que ce sujet-là n'allait pas être abordé. Et donc, je suggère, à travers mon message, de potentiellement traiter la question de la hijra, parce que au-delà d'être une obligation et donc par conséquent une solution évidente pour les musulmans victimes de persécutions, d'oppression, etc., c'est une question qui commence de plus en plus à effleurer l'esprit des gens d'extrême droite, et pour lesquels certains réalisent des propagandes sur base même de nos ayats, des ayats qu'ils comprennent parfaitement. Et donc voilà, j'ai voulu relever ça en leur disant, écoutez, peut-être que la solution, en fait, elle est plus évidente qu'on ne le pense, et que réaliser des sommets sans du tout parler de la hijra comme étant une solution parmi tant d'autres, hein. J'ai pas voulu suggérer que c'était the solution, même si pour moi ça me paraissait évident. Et je trouvais que c'était un peu incohérent, en fait, de pas du tout y penser et de penser des choses de l'intérieur. Et du coup, et ce à quoi j'avais conclu que, effectivement, si on veut donner des exemples, la Révolution française, elle ne s'est pas faite l'idée par des penseurs de l'intérieur. Effectivement, les penseurs des Lumières, ils étaient exilés. Et si on veut donner l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, la Mecque, en l'occurrence,
n'a été libéré qu'après près de 10 ans d'exil, donc de hijra. Donc il y a quand même quelques éléments qui nous poussent à penser que d'une manière ou d'une autre, si on veut atteindre la libération et gagner ce genre de lutte, la sortie est une option plus qu'honorable. Et donc ce à quoi j'ai eu des moqueries. Des moqueries, oui, on est bien dans une conversation entre adultes. Et suite à ça, j'ai eu la réponse d'une personne totalement respectable qui m'a répondu à mon message par la citation d'un article d'un cheikh qu'on reconnaît et qu'on suit pour la plupart, donc dont on reconnaît en fait l'imminence, si vous voulez. Et donc cet article, pour vous le résumer, il ne disait ni plus ni moins que la vie majoritaire, c'était la hijra. Simplement que, en fait, cet article, je m'attendais à trouver des choses qui iraient à l'encontre de ce que j'ai dit. Et au final, non, ça confirmait. Et donc j'ai dit, voilà, c'est génial parce que cet article, donc je recite cet article en disant, voilà, il parle de persécution. Et donc, en fait, la question que je pose, c'est pourquoi parler d'islamophobie, pourquoi traiter du sujet, pourquoi en fait ne rester qu'à l'étape de discussion alors qu'on veut la solutionner et que pour la solutionner, on peut la fuir en fait pour s'en préserver. Et du coup je cite l'article en question et je dis voilà, cet article en fait finalement il confirme un peu ce que j'essaye d'expliquer. Et ce à quoi j'ai ajouté que en fait finalement c'est binaire en fait, il y a deux options. C'est soit on considère, parce que effectivement chacun voit midi à sa porte, je ne suis pas là pour imposer la hijra à tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas soumises à l'oppression, soumises à la persécution et qui ne voient pas d'islamophobie dans leur vie, et c'est totalement possible dans certaines contrées de France, et qui du coup ne voient pas, ne se sentent pas en fait dans l'obligation de faire la hijra. C'est propre à elles. Je ne vais pas prendre la responsabilité de leur péché ou pas. Donc ce à quoi je réponds, écoutez, il y a deux options en fait. C'est soit on reconnaît qu'il y a islamophobie et donc, in fine, persécution des musulmans. Et que dans ce cas-là, du coup, il faut chercher un moyen de la fuir, parce que la conclusion, c'est que la hijra est une obligation dans ce contexte-là. Soit il n'y a pas d'islamophobie, et à ce moment-là, en parler, ça devient juste pas logique, et parce que l'islamophobie en devient un non-sujet. Il n'y a pas besoin de quitter la France parce qu'il n'y a pas de persécution, il n'y a pas d'oppression. S'il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas d'islamophobie et les musulmans vivent très bien. Et à ce moment-là, on ne parle pas du tout de ce sujet-là. Mais je ne voyais pas en fait comment on pouvait continuer à parler mais sans chercher à agir et sans justement chercher à au moins se questionner sur la question de la hijra, elle existe, pourquoi on ne s'en rapprocherait pas? Pourquoi on ne la traiterait pas? Et il y avait vraiment cette idée de non, en fait, la hijra, c'est plié, c'est classé dans un dossier bien au fond du tiroir. Non, là, on veut lutter de l'intérieur. Mais sauf que, oui, vous voulez lutter de l'intérieur, mais depuis 2004, ça va que en s'empirant. 2004, on a interdit le voile. 2024, on a interdit la abaya. Je veux dire, en 20 ans, il n'y a jamais eu autant d'oppression, aussi peu de dignité pour les musulmans. Et c'est là que je veux en venir. C'est qu'on en arrive à un stade où, en Europe, les Français eux-mêmes nous demandent de partir sur base de nos propres arguments, de nos propres textes sacrés qu'on est obligé de reconnaître. C'est-à-dire que même d'un point de vue rationnel, ils nous ont trouvé l'argument ultime qu'on ne peut renier, parce que si on le renie, potentiellement, ça peut s'apparenter à du kufr. Que dire face à ça, en fait? On est arrivé à un stade où ce sont nos ennemis qui utilisent et qui comprennent correctement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous demander de partir. Et nous, on continue de rester en prétextant que, oui, en fait, on est victime, mais pas assez. Ça veut dire quoi, en fait? S'il vous plaît, de façon logique, qu'est-ce que ça signifie? Je peux comprendre que la hijra, ce soit difficile. Ça n'a jamais été le sujet. Et au contraire, ça devrait l'être.
On devrait justement penser à comment faciliter la hijra. Et je pense que ce serait potentiellement beaucoup plus utile que de parler d'islamophobie dans le vent. Parce que ça, ce serait une solution concrète, parce qu'il y a tellement de gens qui sont justement potentiellement dans la situation de ceux qui n'ont pas de capacité, qui sont faibles, qui aimeraient partir mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas aidés. Et je pense que ça pourrait potentiellement être intéressant et judicieux d'y réfléchir. Mais penser l'islamophobie, ça fait des années qu'on sait qu'il y a de l'islamophobie, et l'islamophobie n'est ni plus ni moins qu'un autre terme pour nous dire qu'on nous déclare la guerre. Comment en fait on peut encore se dire que on a encore notre place en fait dans cette terre? Je veux bien que tu aies ta place le jour où l'islam sera dominant, mais là c'est pas le cas. Non seulement l'islam il n'est pas dominant, mais en plus de ça il est persécuté de toutes parts et de façon complètement affirmée. C'est-à-dire que potentiellement à un moment donné on avait peut-être honte parce que c'était pas socialement accepté. Là c'est pas juste socialement accepté, c'est socialement encouragé. Et en fait, je me suis rendu compte que l'intellectualisation, l'excès en fait de réflexion à l'aide de la raison, ça pousse les gens à la perdition. En fait, ça pousse les gens à des conclusions qui ne sont pas du tout logiques. Parce que la logique, elle se trouve dans la parole d'Allah et dans la parole de son prophète, alayhi salatu wassalam. La conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que si jamais les philosophes savaient philosopher et que les penseurs savaient penser, ils seraient inévitablement arrivés sur la vérité. La vérité qui, on le connaît, est l'islam. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des philosophes qui sont morts koufar, il y a des penseurs qui sont morts koufar. Donc ça veut dire que l'intellect n'est pas garant de guider ou de nous guider. Et le pire, c'est qu'on connaît notre guide. Ça veut dire qu'il n'est pas garant de nous guider. Et Allah, quand il s'adresse à nous, il ne s'adresse pas à notre raison. Il s'adresse à la raison de notre cœur. Il s'adresse à notre cœur directement. Et je pense que c'est là, en fait, que la fissure, elle s'est créée. C'est qu'à force de vivre dans un pays où l'islam est dominé et non pas dominant, et donc par des croyances qui sont contraires aux nôtres, on se retrouve finalement à diluer la vérité dans du faux et avoir une boussole en fait qui est complètement perdue dans toutes ces informations, dans toutes ces idées, et à ne plus savoir en fait réfléchir correctement. Et je pense qu'une des raisons rationnelles qui pourrait encourager les gens à faire la hijra, c'est que ici en fait les gens ils grandissent avec l'islam. Enfin, je vais parler de l'Arabie Saoudite. Ici, les gens grandissent avec l'islam et ils grandissent avec l'idée que l'islam est puissant, l'idée que l'islam est dominant, avec cette idée qu'ils n'ont pas à lutter pour leurs droits tous les 4 matins, l'idée qu'ils n'ont pas à développer de la peur en sortant, l'idée en fait que ils sont dans un pays où même la délation est encouragée, c'est-à-dire que même le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, l'appel au bien et la réprobation du mal est encouragé par la loi. Et forcément, naturellement, en fait, sans aucun effort, on n'a pas besoin d'aller travailler en profondeur notre réflexion, on n'a pas besoin d'aller travailler en profondeur nos références intellectuelles, etc. Ici, il y a pas mal de gens en fait, qui ne comprennent pas la simplicité de réflexion des Saoudiens. Ils croient et c'est tout. Et il y a pas mal de gens qui vont... Et moi-même, la première, j'étais un peu étonnée de me dire c'est marrant, j'ai pas le même type de conversation avec les locaux parce que ils n'ont pas eu à penser ces idées. Et quelle ni'ma de ne pas avoir eu à penser toute sa vie la lutte, en fait la survie si vous voulez. Et c'est ça que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ont vécu avec une dignité là où nous, on nous l'a volée, là où nous, en fait, on nous en a privés. Et on n'a jamais appris à vivre comme des musulmans fiers de l'être. On a toujours grandi, en fait, avec des dictats qui étaient vrais, je ne dis pas le contraire, mais qui nous pensaient, en fait, à réfléchir notre vie
selon beaucoup trop de contraintes. Et on n'a jamais vécu cette liberté, on n'a jamais vécu en fait cette simplicité de vie sur cette terre où si t'as une passion, tu réfléchis pas à savoir si ton voile il va être accepté ou pas. Si tu as envie d'aller faire du sport, tu vas pas te casser la tête à chercher une salle qui n'accepte que les femmes et pour lesquelles en fait tu pourras même pas retirer ton voile complètement parce qu'il y aura quand même des caméras de surveillance. Si tu as envie de faire ta prière à l'heure, tu vas devoir faire 20 à 30 km pour trouver une mosquée du coin parce que tu n'auras pas le droit de prier par terre sous peine de te faire insulter, ou même tu auras honte de demander au serveur de prier dans un café. En fait, des détails comme ça qui nous ôtent à chaque fois des petits bouts de notre dignité. Au point, en fait, où on n'en a plus. La triste réalité, c'est qu'on n'en a plus. La réalité, c'est qu'on vit comme des soumis, mais pas aux bonnes choses. Et on s'en rend même plus compte. En fait, on se donne des excuses, on se trouve des excuses parce que c'est horrible pour l'être humain de reconnaître en fait son humiliation. Mais c'est le cas. En fait, on en est arrivé à normaliser énormément de choses qui n'auraient pas dû l'être et qui nous laissent une vie de misérable. Et donc rien que pour ça, en fait, rationnellement, faire sa hijra, c'est recouvrer sa dignité. Et je pense qu'il n'y a pas plus précieux pour un être humain que de pouvoir vivre avec son honneur. Enfin bref.